Bonsoir très chers élèves, bienvenue à ce cours de philosophie en ligne consacré à la dissertation philosophique. Le sujet que je me propose de traiter aujourd'hui, c'est la conscience est-elle l'émanation des exigences sociales? Alors, comme on l'a vu dans le cours théorique, quand vous avez un sujet comme ça, à supposer que ça tombe à l'examen, oulala, c'est un très beau sujet. Qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Eh bien, dans un premier temps, nous allons être sensibles aux mots clés de ce sujet-là. Alors, les mots clés de ce sujet-là, c'est bien évidemment la conscience, l'émanation, exigence sociale. Donc, nous allons définir ces mots-là. La conscience, c'est quoi? La conscience a pour synonyme la pensée, la raison, l'esprit, l'âme, sur Descartes notamment. Alors, l'émanation, c'est le produit, le reflet, l'image, le résultat, l'œuvre. Exigence sociale, c'est la culture, l'éducation, la communauté, l'environnement culturel et social, les facteurs matériels, l'histoire. Quand on a fini de définir ces mots-là, eh bien, on reformule le sujet. Reformuler le sujet, c'est le réécrit le plus simplement du monde à partir des mots préalablement définis. Alors, voici une proposition de cette reformulation de ce sujet-là. On dira, la pensée est le produit de la culture. Quand on a fini la reformulation, on passe à la problématisation, donc au problème à analyser. Alors, comme problématisation, on peut dire quel est l'impact des déterminations sociales sur la conscience. On peut aussi dire quel rapport y a-t-il entre la conscience et la société. Alors, quand on a fini la problématisation, on passe aux axes d'analyse et les références possibles, n'est-ce pas, du problème. Alors, axe 1, on pourra l'intituler comme suit: la conscience est le résultat des facteurs sociaux. Et en axe 2, on pourra dire la conscience est innée. Alors, quels sont les arguments qu'on va égrener en axe 1 pour démontrer que la conscience est un produit social? Alors, tout de suite, je pense à Karl Marx. Nous savons que dans l'idéologie marxiste, eh bien, l'histoire, c'est le produit de l'environnement social, des rapports de production. L'histoire, eh bien, l'histoire, c'est la somme des facteurs matériels de production. Alors, il le dit lui-même, et je cite, Karl Marx le dit, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Fin de citation. Il le dit dans la contribution à la critique de l'économie politique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est très simple. Il veut dire qu'on n'a pas la même façon d'être au monde, de penser le monde, tant qu'on est dans des communautés différentes. Un exemple très simple. Si nous prenons des jumeaux et qu'on maintient un dans un village africain et qu'on envoie un aux États-Unis, 15 ans après, quand les deux jumeaux vont se rencontrer, on verra que celui qui a vécu aux États-Unis, réfléchit comme un Américain. Et celui qui est en Afrique, n'est-ce pas, qui reste en Afrique au village, réfléchit comme un Africain. Donc, c'est l'environnement social immédiat dans lequel chacun des deux a vécu qui a façonné
qui a déteint sur leur mode de pensée, leur façon de voir le monde, leur culture, leur goût même. Donc, c'est l'environnement social, la culture, la communauté, eh bien, qui oriente nos façons de penser, qui déteint sur nos façons de penser. Les sociologues le disent aussi, Émile Durkheim le dit. Alors, les sociologues disent que, eh bien, l'homme est un produit social. Émile Durkheim dit que l'influence de cette société sur nous est tellement subtile, tellement fin, qu'il a le poids de l'air que nous respirons. C'est-à-dire qu'à notre insu, nous générons des modes de pensée eh bien, liés à la société dans laquelle nous avons vécu. Si nous en venons à la théorie freudienne de l'inconscient, le professeur vous a expliqué que chez Freud, au commencement, l'homme est un faisceau d'instincts. Ce que nous appelons la conscience n'est qu'une sublimation des instincts du ça, en passant par le surmoi, qui est le gardien, l'héritage, n'est-ce pas, des valeurs traditionnelles, des valeurs morales, des valeurs coutumières, des valeurs religieuses. Ce que nous appelons la conscience n'est qu'un déguisement du surmoi, en tant que le surmoi est la détermination, l'instance qui va intégrer tout ce qu'on va nous apprendre à travers l'éducation, à travers le langage, à travers la culture. Pour dire simplement que, quand vous dites moi, quand vous dites je pense, c'est la société qui pense en vous. Je vais vous donner une citation de Freud, issue de Malaise de la civilisation. Il le dit, je cite, « On ne devrait pas parler de conscience morale avant qu'un surmoi ne soit susceptible d'être mis en évidence. » Fin de citation. C'est pour dire que, le moi est le produit, n'est-ce pas, du surmoi. Et le surmoi lui-même, est l'instance qui a engrangé, n'est-ce pas, tout ce qu'on nous a appris comme valeur, comme interdit, comme bien, comme mal, et que nous avons intégré. Dans le cours sur la société, le professeur vous a parlé de cet ouvrage de Lucien Malson, un ouvrage capital. Dans les enfants sauvages que nous apprend Lucien Malson, Lucien Malson nous présente des enfants qui ont vécu en dehors de la civilisation, qui ont vécu en marge de la société. Et quand ces enfants ont été retrouvés plus tard, physiquement, c'est vrai, ils étaient des hommes, mais du point de vue psychologique, du point de vue psychique, ils étaient attardés. Physiquement, ils s'apparentent à des hommes, mais ils étaient en retard du point de vue cognitif. Comme quoi, en dehors du fait social, en dehors de l'environnement social, l'homme n'est qu'une vapeur. L'homme n'est que, un handicapé. C'est l'environnement social qui va structurer ces données cognitives. Si nous en venons à Darwin, avec la théorie de l'évolution, qui stipule que l'homme est issu d'une cellule embryonnaire, en passant par les amphibiens, jusqu'aux primates, jusqu'à ce que nous soyons des hommes, il a fallu des milliards d'années d'histoire pour que l'homme en vienne à être l'humain qu'il est. La preuve, c'est que scientifiquement, nos cousins, les singes, ont un volume crânien moins volumineux que le nôtre. Mais c'est bien parce que notre histoire, avec tout ce que nous avons acquis depuis le commencement, notre histoire nous a structuré ce que nous avons appris comme expérience
a fait que nous avons une boîte crânienne un peu plus volumineuse que celle de nos primates. Alors, toutes ces raisons évoquées montrent que l'homme est le produit de la culture, que l'homme est le résultat des facteurs sociaux. Mais alors, on va se demander, comment expliquer que certaines personnes vivant dans une communauté transcendent le cadre moral, le cadre social, le niveau moral et social de leur environnement immédiat. Le cas de Socrate, par exemple. On prend par exemple deux enfants éduqués dans une famille, dans une même famille, avec les mêmes valeurs. Comment donc comprendre que un soit une espèce d'arsouille, une espèce de voyou, une espèce de criminel, et qu'un autre, par contre, soit de très bonne moralité? Comment ça peut s'expliquer? Est-ce qu'il n'y a pas des prérequis à chacun d'eux? On peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas une différence quand même entre le cerveau d'un être humain, le cerveau d'un enfant, et le cerveau d'un animal? Ceci nous amène à passer à l'axe 2, qui est que la conscience est innée. Alors, tout de suite, je pense à Platon. Que nous enseigne Platon? Dans la philosophie de Platon, il y a deux mondes. Le monde intelligible, le monde qui est le monde de l'au-delà, et puis il y a le monde sensible, le monde des sens, qui est une copie du monde intelligible. Alors, chez Platon, avant que nous ne soyons dans ce monde sensible-là, nous avons vécu dans un monde intelligible, le monde divin, le monde de l'au-delà. Et pour avoir vécu dans ce monde-là, nous avons contemplé des vérités divines, des vérités immuables, des vérités éternelles, des idées, l'idée du bien avec grand B, l'idée du vrai avec grand V, l'idée du beau. Donc, il y a une prénatalité de l'âme sur le corps. Il y a une préscience de l'âme sur le corps. Et donc, parce qu'il y a une préscience de l'âme sur le corps, l'âme sait. L'âme est l'image de Dieu. L'âme sait. Et donc, parce que l'âme sait, tout au contraire, c'est le corps, lui-même, il le dit, qui est le tombeau de l'âme. Et donc, ce n'est pas l'environnement matériel, ce n'est pas notre communauté qui va générer le savoir en nous. Nous savons, mais nous ne savons pas que nous savons. Dans le Ménon, Socrate, le maître de Platon, en donne une preuve en poussant, en amenant par des questionnements à faire dégager des lois géométriques à Ménon qu'il ne les avait jamais apprises auparavant. Donc, dans la philosophie platonicienne des idées, la conscience est innée. On pourrait aussi penser à Descartes, le cogito cartésien. Comment Descartes en est-il arrivé à cela? Descartes s'est mis à douter de tout, de son environnement social dans lequel il vit, de l'extérieur, de l'altérité. Et en doutant de tout, Descartes se rend compte qu'il peut douter de tout, sauf du fait qu'il soit en train de douter. Or, qu'est-ce qui lui permet de savoir qu'il est en train de douter? C'est la pensée. Donc, la pensée est indéniable, elle est indubitable, elle existe en soi, elle participe de l'essence intime de l'homme. C'est pourquoi Descartes dit « Je pense, donc je suis une substance pensante. Je ne suis rien d'autre qu'une pensée. » La pensée, c'est l'attribut métaphysique de l'homme, au-dessus du physique. Et je donne cette citation. Par le mot de pensée, je comprends tout ce qui est tellement en nous que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes et en avons une connaissance intérieure. Il le dit dans le discours de la méthode. On pourrait aussi penser à Rousseau dans Émile ou d'éducation avec sa citation célèbre « Conscience, instinct divin ».
juge infaillible du bien et du mal. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que la conscience est innée en l'homme. Elle est la voix de Dieu en nous. Du point de vue moral, je n'ai pas besoin d'autrui. Je n'ai pas besoin d'une éducation particulière pour m'enseigner ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. Quand je prends, quelque chose qui ne m'appartient pas, qui appartient à l'homme, je n'ai pas besoin d'une éducation, je n'ai pas besoin d'une leçon pour savoir que je vole, que je suis en train de voler et que voler n'est pas bien. Je le sais de manière intime. Quand je mens, je sais que je mens intimement. Personne n'entre à moi pour me dire que tu es en train de mentir. Quand je tue quelqu'un, quand j'attente la vie de quelqu'un, je sais que j'ai commis un acte inique, un acte criminel. On n'a pas besoin d'un cours de philosophie, on n'a pas besoin d'une éducation religieuse pour savoir que attenter à la vie d'un individu est mal. Le bien et le mal sont sus de manière innée. C'est vrai que, le bien et le mal varient d'une société à l'autre. Mais quand bien même le bien et le mal varient d'une société à une autre, la structure morale, psychique est en nous. C'est ce qui explique que dans toutes les sociétés, il le dit lui-même, il y a une structure sociale, il y a une structure sociale qui repose sur, les questions du bien et du mal. Alors, tous ces arguments que je viens de mettre dans ce deuxième axe montrent évidemment que la conscience est innée, qu'elle n'est pas liée, elle n'est pas dépendante de l'éducation, de la culture, de la communauté, des exigences sociales, mais la conscience est une donnée immédiate, elle est une donation divine, elle est innée en nous, elle est une donnée naturelle et qu'elle ne saurait être le produit de la société. Je vous remercie. J'espère que vous avez compris ce sujet-là et je vous exhorte à le réécouter, sait-on jamais, pour l'examen du bac ou pour tout sujet, pour les années à venir. Bonne chance et que Dieu soit toujours avec vous. Merci. Merci.